Mesdames, Messieurs, chers collègues, je suis ravi de nous retrouver toujours si nombreux, même en journée de grève, et de recommencer nos travaux. Je répète ce que j'ai dit ce matin. Nous n'aurons pas malheureusement l'exposé de Bénédicte Savoy qui a été missionné par le président de la République pour le patrimoine en Afrique, une question importante et délicate. Donc, nous aurons 4 exposés comme ce matin, suivis éventuellement d'une table ronde générale et finale. Et là, nous avons aujourd'hui, dans la séance de l'après-midi, notre attention sera surtout concentrée autour des peintres, de leur atelier, des musées, enfin tout ce qui fait un peu le réservoir de notre imaginaire et de notre expérience des arts. Et nous commençons notre après-midi avec l'exposé de Madame Françoise Viat, qui est conservateur général honoraire du patrimoine, à qui nous devons, et moi tout particulièrement, la connaissance des dessins de la Renaissance, en commençant tout d'abord par l'école italienne et les dessins du Louvre, avec Roselyne Bacou. C'est une collaboration qui a duré pendant des longues années. Puis les dessins de Stefano Della Bella, 610-664, en 1974. Et puis les dessins italiens de la Renaissance du Musée du Louvre, une exposition qui a eu lieu au Metropolitan Museum de New York, puis les dessins italiens de l'Albertine de Vienne, encore les dessins italiens de la Renaissance, et la Biblioteca di Disegni, maestri senesi e marchigiani del Cinquecento, puis quelque chose qui a marqué aussi un retour d'intérêt avec un adjectif qui prend son importance à ce moment-là, 82, dessin baroque florentin du musée du Louvre, alors que souvent on niait presque l'idée que Florence puisse avoir connu du baroque. Et puis les dessins toscans donc du XVIe au XVIIIe siècle, un beau livre et très important sur Léonard de Vinci et Elisabetta d'Este. Et quelque chose qui m'a été révélé à l'époque où je commençais à donner les 3 cours sur la Divine Comédie, les dessins de Michel Barcelo, la Divine Comédie, donc une exposition de 2004, et puis un auteur très important, non seulement pour les dessins, Baccio Bandinelli, dessins, sculpture, peinture, et plus récemment, Masque, Mascarade, Mascaron, avec une préface de Jean Starobinski. Je n'ai pas eu la possibilité de vérifier si on a mis ces dessins dans La beauté du monde, enfin le texte de Jean Starobinski dans La beauté du monde ou pas, parce que j'ai l'impression qu'il n'y est pas. Alors ce serait un ajout précieux pour les œuvres complètes de Jean Starobinski, dont La beauté du monde est déjà un éventail important. Donc, c'est pour vous dire comment nous devons à Françoise Viat, et je suis donc ravi et honoré de commencer cet après-midi par votre exposé. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est clair? Oui? Je vais essayer de m'inscrire dans la ligne de cette réflexion qui nous réunit aujourd'hui sur le don, ce que nous recevons, ce que nous possédons, ce que nous transmettons. Beaucoup de choses très belles, très, très fortes ont été dites ce matin, donc mes réflexions vont essayer de s'insérer du mieux qu'elles le pourront dans ce contexte-là. Donc je vous livre un peu en vrac pour commencer, avant de rentrer dans des exemples plus précis de la Renaissance italienne et des questions relatives au dessin, quelques notes un petit peu en marge qui me sont venues en préparant cet exposé.
Recevoir. Que reçoit-on? De qui? De quelle façon? Une fois reçu, ce don est-il transmissible? Et quelle est la part consciente, délibérée de ces mouvements? Passage, échange, offrande, abandon. Quelle est celle plus obscure, plus lente, moins facile à cerner de la transmission? Dans tout cela, l'élément fondateur ou ce qui relie un peu tout ça, bien sûr, c'est le temps. Mais le temps, c'est la durée. Et la durée dissout, efface, disperse. Nos souvenirs se disséminent. Notre mémoire suffit-elle à rendre compte ou doit-elle en conserver l'intégrité ou au contraire disperser pour créer une occasion de donner, de recevoir et de donner une nouvelle fois? J'ai noté dans les jours derniers une phrase à la fois, disons, un peu presque désinvolte et très profonde de Claude Simon, écrite dans un hommage qu'il rendait à Gaëtan Picon, mais là il ne parle pas de Gaëtan Picon, il évoquait la mémoire de Merleau-Ponty, et il écrit, je cite, « On croit toujours avoir le temps, il l'a mis en guillemets, et puis tout d'un coup, voilà. Voilà, en effet. Je pense à deux exemples de recherche qui m'ont servi un petit peu de fil conducteur dans cette enquête que je vous livre telle qu'elle est aujourd'hui, un petit peu comme s'il me guidait. La première est l'enquête conduite au musée du Louvre en 1994 par Jean Starobinski. Il avait été invité par le musée à choisir des œuvres, des dessins essentiellement, mais aussi des peintures, quelques peintures et des manuscrits, pour essayer de définir, de choisir et d'illustrer un thème de son choix. Très vite, il s'arrêta sur le thème du don. La recherche a été longue, passionnante, tortueuse parfois. Les chemins ont dévié, se sont croisés, sont repartis. Nous l'avons suivi, accompagné, moi-même et mes collègues, pendant tout ce temps. Nous l'avons en quelque sorte aidé dans son exploration. Et c'était si beau et si passionnant, je m'en souviens très bien, qu'à un moment donné, nous avons eu l'idée de faire profiter tout le monde, tout le département, de cette enquête en train de se dessiner. Et nous avons invité tous nos collègues à venir entendre Jean Starobinski un matin où il travaillait avec nous. Et ça a été un moment de grande beauté. C'était déjà un don. Nous étions dans largesse. Il a commencé son texte, donc, qui s'appelle Largesse, qui a été republié par la suite, sans dire d'ailleurs que c'était une exposition au Louvre, mais ce n'est pas grave. Il commençait en disant, voilà, j'interrogerai des textes et des images qui mettent en scène l'acte de donner. Au terme de son enquête, de sa sélection, de ce qu'il appelle des scènes de largesse et de bienfaisance, peintes et dessinées, Starobinski s'interrogeait sur la réception réservée à ce geste. Je le cite encore. « Le don de la parole pourrait-il nous avoir été accordé à la seule fin de pouvoir dire merci ?» Et d'autre part, il se demandait si les images qui nous sont aujourd'hui données sur le vif, au rythme des photographies, des bandes vidéo, des images numériques encore aujourd'hui, même si elles n'ont rien de commun avec les gestes des peintres, posent les mêmes questions. Que reste-t-il entre nos mains? Faut-il croire que plus rien ne se donne, que nous habitons un monde aride? C'était la question posée, en fait un peu amère, un peu mélancolique. Son livre ne l'est pas. Sa recherche, d'une certaine façon, l'a peut-être été. Le second exemple de recherche qui m'est venu tout naturellement à l'esprit en travaillant était le cours de M. Carlo Sola, qui vient de s'achever, ici même, et autour duquel nous sommes réunis. Il s'intitulait « La tradition des classiques, comment hériter ?» Les questions posées par Carlo Sola
portait sur la transmission des savoirs, vous le savez tous, une transmission, disait-il en introduction, qui se doit d'être verticale. Or, cette transmission s'est interrompue, on ne sait plus. Elle est donc à reconstituer, à retisser d'une certaine façon, en reprenant, selon ces termes, les vestiges du passé pour mieux vivre et mieux comprendre le présent. Ce cours, donc, le choix des auteurs étudiés, consistait à retracer la réception de leur œuvre, le mode choisi par les écrivains pour l'élaboration de leurs textes. J'écrirai mes pensées sans ordre, citation de Pascal, relevée par Carlo Sola. Ainsi, nous avons été invités, ici même, à relire Pascal, à retrouver, je cite, les termes de Pascal dans l'univers de Baudelaire, dans les écrits de Roland Barthes, à suivre Paul Celan, Michel Butor, Yves Bonnefoy, dans des chemins qu'ils avaient eux-mêmes empruntés. Et ces noms que je cite, choisis parmi bien d'autres, évoquent que, finalement, au terme de ces cours, nous avions envie de dire merci pour nous avoir invités à partager cette exploration. Ces deux fils conducteurs, Largesse et le cours de Carlo Sola, infiniment complexes, m'ont encouragé à interroger, pour tenter de mener à bien cette réflexion, notre réception des œuvres d'art. Quelle est la place que nous réservons dans nos vies, aujourd'hui, aux œuvres d'art? En quoi nous habitent-elles? Comment les percevons-nous? Comment les comprenons-nous? Et comment, surtout, les transmettons-nous? Il me semble qu'elles sont impliquées dans ce partage, donner, recevoir, transmettre, et que ce que nous appelons les collections publiques, les musées, les bibliothèques, les archives, offrent, de par leur origine même, de nombreux exemples de dons et de transmission. Évoquer leur histoire, l'histoire des musées, des collections publiques en général, nous amène à étudier le lieu même de création de ces ouvrages, l'atelier, et à travers l'atelier, le geste même du peintre qui reçoit, qui accueille, qui transmet, qui donne, et qui parfois s'efface devant son élève, comme nous allons le voir. Je vais rappeler très brièvement, sans vous ennuyer avec des détails historiques et administratifs, l'histoire des musées, le lieu de création, ou plutôt l'idée de la création d'un lieu destiné à rendre publiques les collections privées. En France et partout, un petit peu partout en Europe, en 1789, au début de la Révolution, l'idée de rendre publiques les collections royales et princières était déjà admise. On oublie toujours qu'il y avait un musée, qu'il y avait des salles ouvertes au public, que les peintres dessinaient dans la Grande Galerie au musée du Louvre bien avant 1789. La collection royale était ouverte au public au Palais du Luxembourg de 1750 à 1777. Je renvoie, pour ceux d'entre vous que cela intéresse, au très intéressant catalogue de l'exposition qui s'est tenue en 1994 au musée d'Orsay, organisé par Chantal Georgel, La naissance des musées. Les textes du catalogue racontent tout cela de façon extrêmement détaillée. Retenons simplement que les grandes collections étaient accessibles aux amateurs. Les académies et les écoles de dessin possédaient déjà un embryon de musée. Je pense à Dijon, Besançon et bien d'autres encore. Mais ce qui est nouveau et ce qui est important à retenir, c'est que la Révolution va aller au-delà de cet état de fait. Selon les termes mêmes des textes, de certains des textes que l'on a, il est dit aux citoyens, au peuple, il convient non plus seulement d'avoir à sa disposition un patrimoine privé, mais de le posséder afin de le comprendre et de le déchiffrer. Ce sont les termes que Roland, ministre de l'Intérieur, écrit à la Convention le 16 décembre 1792. Je passe les détails du texte fastidieuse. Cette décision politique donne naissance à un vaste mouvement d'œuvres de Paris, en province, un peu partout.
on procède à une sorte de début d'inventaire des biens qui venaient d'être saisis dans les églises, chez les émigrés. Il faut bien se souvenir et avoir présent à l'esprit que cet effort de classement, d'identification, de récollement est une forme encore très moderne de notre travail. Elle est née à ce moment-là, elle n'a pas changé, elle n'est d'ailleurs toujours pas achevée. Certes, cet effort énorme avait quelque chose de hâtif, de démesuré. Il s'agissait d'une campagne destinée à inventorier et conserver dans toute l'étendue de la République les objets qui peuvent servir aux arts et aux sciences et à l'enseignement. Ce dernier point est très important. Les saisies révolutionnaires étaient des prédations, certes, mais elles étaient destinées à instruire, à servir d'exemple, à être vues, comprises, copiées, imitées, étudiées. Bonaparte, en 1796, est en Italie, il est à Modène, il écrit au directoire pour demander que des artistes et des savants viennent avec lui afin de l'aider à choisir dans les collections des princes d'Est dont il était en train de s'emparer. Donc, ce que nous pouvons nous demander aujourd'hui, c'est de quelle façon ces conduites singulières, ces grands mouvements de l'histoire nous ont permis de découvrir, ou au moins de deviner, ce qu'avait pu être, dans le passé, le lieu où ces ouvrages avaient été conçus. Comment ces gestes de prédateurs, cette appropriation qui est née de la révolte, de la guerre, de l'intrusion, nous ont amenés aujourd'hui, et cela depuis plus de 3 siècles, à essayer de déchiffrer, de dater, d'attribuer ou simplement de regarder ces objets, ces manuscrits, ces traces d'une création qui est loin de livrer toujours ses secrets. Où en sommes-nous de cette réception et de la transmission qui nous revient? Aujourd'hui, où on se pose tant de questions sur l'origine des biens, sur les restitutions, sur tout ce qui est, disons, mal compris, encore mal étudié ou mal rassemblé dans les collections publiques. Essayons d'imaginer ce qu'a pu être le lieu de l'atelier, un espace, un lieu d'apprentissage. Maître-élève se rencontrent, mais aussi lieu de commerce. C'est le sens du mot latin officina ou bottega qui apparaît un peu plus tard, dès le 8e siècle. Je me sers d'un ouvrage très utile sur la notion même d'atelier, qui est un numéro spécial de la revue de l'Institut national d'histoire de l'art, l'INHA. Cette revue s'appelle Perspective, et en 2014, il y a eu un numéro entièrement consacré à la question de l'atelier, avec un texte notamment de Pascal Griner, qui refait toute l'histoire de façon passionnante. Ce n'est qu'au XVIe siècle que l'atelier devient un studio et que son usage évolue progressivement avec la création des académies pour devenir davantage un lieu de sociabilité, de réunion d'esprit éveillé, de discussion. Depuis la Renaissance, l'atelier, disons le XVe siècle, la fin du XVe siècle, l'atelier est un espace d'apprentissage. Les sources théoriques qui concernent ce début, enfin cette sorte de lieu, j'allais dire presque improvisé d'apprentissage, les sources théoriques sont peu nombreuses. En revanche, il existe un grand nombre de représentations peintes ou imaginées des ateliers de la Renaissance. Le seul texte auquel on se réfère toujours est le traité célèbre de Cennino Cennini, Libro dell'arte, écrit en 1437, traduit beaucoup plus tard, qui, s'adressant aux futurs artistes, commence par cette phrase qui est à la fois très belle et je trouve terrifiante. Commencez par vous couvrir de ce vêtement, amour, crainte, obéissance et persévérance, le plus tôt que vous le pourrez, mettez-vous sous l'égide d'un maître et apprenez. Quittez-le le plus tard possible. Donc,
si vous le voulez bien, je vais choisir quelques exemples qui vont évoquer ces pratiques d'atelier à la Renaissance. Le premier exemple que je choisirais est celui d'Andrea Verrocchio. Alors, ça marche, oui. Verrocchio accueille le jeune Léonard de Vinci, il a 17-18 ans, en 1469 ou 70. Léonard restera jusqu'en 1476 avec Verrocchio. Tous deux travaillent ensemble et, disons, leur collaboration est attestée dans plusieurs pièces, plusieurs peintures, mais notamment également dans cette sculpture très, très belle, très connue, très singulière, qui est l'incrédulité de saint Thomas de Or San Michele à Florence. L'église, c'est aujourd'hui une église d'Or San Michele, était en fait à l'origine une loggia destinée au commerce du grain. Et ce sont les marchands de biens, la corporation des marchands de Florence, qui commandent à Verrocchio, en 1466, une sculpture de l'incrédulité de saint Thomas dans les nouvelles niches où tout ce qui avait été augmenté à la suite de l'incendie qui avait détruit le premier édifice d'Arnolfo di Cambio. C'était devenu donc une officine plus sophistiquée, avec un décor extraordinaire et un premier étage. C'est aujourd'hui une église, elle est de plan carré, très étrange. Les sculptures sont toujours à l'extérieur, mais ce sont des moulages. Les originaux sont à l'intérieur. Verrocchio commence à travailler, disons, en 1468 ou 70. À cette date, la quantité de métal qui lui était nécessaire est arrêtée. Ça signifie quoi? Ça signifiait que le modèle était terminé et que Léonard de Vinci, sans qu'on sache exactement quelle a été la part prise à cette réalisation, y était probablement pour beaucoup. La difficulté que les deux artistes ont éprouvée, c'était celle de faire entrer, ça se voit bien sur l'image, deux sculptures qui se devaient d'être frontales, de façon à ce qu'on perçoive les visages, les gestes et les mouvements des corps de saint Thomas touchant la plaie du Christ, dans un espace qui était trop étroit pour les contenir toutes les deux de façon frontale. Donc l'idée de Verrocchio et de Léonard a été de les faire tourner, pivoter en quelque sorte, de façon que le pied même sorte de cet espace étroit et creusé dans la façade, qui était le sien, de façon à faire de cette scène très symbolique, bien sûr, une scène presque familière. Cette collaboration Verrocchio-Léonard est essentielle pour le jeune Léonard de Vinci. Je pense aux premières œuvres de Léonard peintes, notamment aux études de draperie, dans lesquelles il se souviendra de cette force, de cette monumentalité, de tout ce qui était du registre, disons, du mouvement, du monumental, de l'espace, de la stabilité et ce souci du vrai, du concret qui anime Léonard de Vinci dans toutes ses réalisations. Vous avez sous les yeux l'une des études de draperie sur toile de lin préparée, dessinée à la tempéra au pinceau sur un fond neutre, d'un groupe très célèbre, parfois discuté. On n'est pas tout à fait sûr de certaines attributions, ce n'est pas le cas de celle-ci. Elles sont conservées pour la plupart au musée du Louvre, mais il y en a dans d'autres collections, au British Museum, Fondation Custodia également. Quelques années plus tard, 1470 ou 72, on voit bien, oui. Léonard collabore à nouveau avec Verrocchio en peignant Un angelo che teneva alcune vesti, un ange qui tient quelques vêtements, pour le monastère de San Salvi près de Florence. La peinture, le baptême du Christ, se trouve aujourd'hui aux Offices.
selon une anecdote, disons un trait, comme il y en a beaucoup chez Giorgio Vasari dans ses vies des peintres, Verrocchio aurait renoncé à peindre lui-même en constatant que le talent du jeune Léonard était tel qu'il n'avait plus qu'à s'effacer. Donc le texte de Vasari est très très clair. Andrea se résolut à ne plus toucher les pinceaux parce que Leonardo, aussi così giovanetto, aussi débutant dans cet art, s'était révélé meilleur que lui-même. Et cette phrase est toujours interprétée, c'est important pour les relations maître-élève dans les ateliers, toujours interprétée comme une marque de dépit, voire même de colère de la part de Verrocchio. Pour ma part, je pense qu'il n'en est rien. Je pense qu'il y a tout simplement le souci, l'espèce de prise de conscience par Verrocchio du talent de son jeune élève et qu'en fait sa mission était accomplie, il pouvait passer à autre chose. Donc réfléchir à la question de l'atelier, c'est très important. C'est très important pour comprendre que les œuvres d'art ne sont pas des créations isolées, qu'elles appartiennent à des ensembles, qu'elles ont anciennement constitué des suites dont nous n'avons pas toujours pu garder la trace, dont l'attribution s'est perdue. Et le fait qu'elles soient en outre parfois collectives les rend encore plus difficiles à attribuer. Prenons quelques exemples, si vous le voulez bien, non pas de ces pratiques suivies, mais de ces gestes, de ces témoignages des relations maître-élève qu'il y avait dans les ateliers. Je cite encore Jean Starobinski. Il disait ceci: « Le don est dans l'œuvre, comme le pouvoir, d'obscure provenance qui le précède et soutient le travail, ou comme l'avenir de l'œuvre. » Il voulait dire que l'invention qui guide l'artiste est déjà un don. C'est déjà une façon de lâcher, de donner, de laisser. Le geste de retenir ou de donner ne dépend que de lui seul. Un exemple parfait, rare, magnifique, parce qu'il ne demande rien en retour, c'est le geste de Michel-Ange. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, ça c'est le détail de la tête de l'ange, ça se voit très bien sur le détail. Le visage de gauche du petit ange et de la main donc de Léonard. Là, nous avons sous les yeux le dessin qui représente le Christ, une étude pour un Christ mort que Michel-Ange a donné à son ami Sebastiano del Piombo pour l'aider, on pense que c'est pour l'aider, enfin il lui a offert pour l'aider dans l'élaboration d'un tableau d'autel qui montrait le Christ mort et la Vierge tenant les instruments de la Passion. Cette peinture de Sebastiano del Piombo, qui se trouve aujourd'hui au Prado, était une commande pour une église qui s'appelait San Sebastiano à Ubeda en Andalousie. Elle lui avait été commandée par Ferrante Gonzaga, a été destinée à être placée dans une chapelle funéraire du secrétaire de Charles Quint. C'est une commande de 1533 et elle est achevée en 39-40. Donc, on dit toujours, et je pense que c'est vrai, enfin, je n'ai rien inventé évidemment dans ce domaine, que ce dessin a été donné comme une aide, une suggestion, comme plus tard, et on en verra un exemple, Michel-Ange a redessiné sur certains dessins de ses élèves pour les rectifier, pour en faire autre chose, comme Rembrandt, et on en a des témoignages bien précis, a gommé en partie ou biffé ou recouvert de gouache blanche certains dessins de ses élèves, tout simplement pour les corriger, pour les aider. Ce dessin de Michel-Ange pour Sebastiano est d'une très belle qualité. On n'en a pas de mention précise dans la correspondance échangée dans ces années 30, entre 33 et 39-40, entre Michel-Ange et Sebastiano. J'ai regardé en détail
le détail de toutes ces lettres dans la publication effectuée par Paola Barocchi du Carteggio de Michel-Ange. Il n'est pas question de ce dessin. En revanche, il y a beaucoup d'autres traces. On va y revenir dans un instant. On pense qu'il ne peut pas être plus tard que 35, car ensuite les liens Sébastiano-Michel-Ange se dissolvent et leur amitié semble altérée. Le fait de donner un dessin à un élève, un membre de l'atelier, pour l'aider dans l'exécution d'une œuvre, était une pratique courante. On donnait, bien plus qu'un objet, on donnait une idée. Dominique Cordelier a écrit en 1996 un texte très utile sur l'atelier de Raphaël. C'est dans un ouvrage collectif qui s'appelle « L'histoire de l'art en Europe ». L'héritage, l'atelier de Raphaël étant, comme il le dit, une sorte d'héritage en lui-même, dans la mesure où les élèves réunis autour de Raphaël, comme Raphaël lui-même avait été intégré dans un groupe dans l'atelier de Pérugin. Donc ces élèves assuraient un travail collectif et la distinction des mains n'existait pas. Les historiens actuels s'évertuent parfois de façon un peu illusoire à essayer d'identifier chacun des projets dessinés pour le décor des loges au Vatican, chantier énorme que Raphaël reçoit, et bien entendu, il ne peut pas s'en charger lui-même, il le confie à ses élèves, tout en étant là, tout en assistant à l'élaboration même de l'ensemble du décor, stuc, pavement, voûte, décor, tout compris, et peinture, évidemment, de façon à ce qu'il soit la plus parfaite expression de son propre style. Dans l'atelier, Dominique Cordelier explique ça très bien. Il s'agit d'adhérer au style du maître, et c'est la notion d'imitation qui a été évoquée ici même ce matin, tellement importante à la Renaissance et tellement fragile. Mais il s'agit également de le surpasser, c'est l'émulation. Donc le danger, la limite, disons, de ce travail d'atelier était qu'à un moment donné, l'atelier faisait, disons, donner une image de son travail plus parfaite encore que celle du maître, plus conforme à l'idée que l'on avait du travail du maître. Et c'est vrai pour beaucoup des œuvres ou des corpus, c'est vrai surtout pour les dessins des très grands maîtres. On a tendance à ne considérer comme étant de leurs mains que ce qui ressemble, ce qui est le plus propre à ne pas nous déconcerter par rapport à l'idée que l'on se fait de son style, de sa manière. Pour Raphaël, c'était le souci de la perfection, mais le souci de mener à bien de son vivant. Et après sa mort, ça a continué, parce qu'entre 1524 et 27, les chantiers du Vatican étaient loin d'être terminés. Donc l'atelier a continué et Raphaël n'était plus là. Les feuilles les plus achevées, les plus parfaites du point de vue technique, faites col fiato, avec le souffle, comme le dit très joliment Vasari, ont été réservées par l'artiste lui-même, j'allais dire pour son propre usage. Elles ont été parfois offertes en témoignage de son talent par Michel-Ange lui-même, soit en signe d'amitié, soit dans une intention amoureuse, soit simplement pour, comme cela a été dit, je vais vous le montrer dans un instant, montrer sa main. Montrer sa main, ça voulait dire envoyer un dessin. C'est le cas de cette étude pour la bataille d'Ostie. La bataille d'Ostie est une des fresques du mur est de la chambre de l'incendie au Palais du Vatican. Donc c'est Raphaël et son atelier, mais le dessin est bien lui de Raphaël, encore qu'il y a certains historiens qui pensent que c'est peut-être Giulio Romano, mais bon, restons sur l'idée Raphaël.
Il l'a envoyé à Dürer, qu'il a lui-même annoté. Je ne sais pas si vous voyez à droite dans la marge. Oui, on voit qu'il y a une inscription, mais c'est impossible de la lire. Il l'a annoté lui-même en disant ceci. En 1515, Raphaël d'Urbino, qui avait été si respecté par le pape, fit cette étude de nu et l'envoya à Dürer de Nuremberg pour lui montrer sa main. Michel-Ange a donc donné, mais il a également détruit. Donc Stravinsky dit, c'est lui qui décide ce qu'il donne, ce qu'il laisse et ce qu'il garde. Mais parfois, il détruit. Il détruit en brûlant les projets qui se trouvaient dans son atelier quelques mois avant sa mort. Toujours selon le témoignage de Vasari, qui nous renseigne dans tous les détails de la vie des peintres, Vasari écrit ceci. « Je n'ignore pas que peu avant sa mort, il a brûlé un grand nombre de ses dessins, esquisses et cartons. Il ne voulait pas que l'on connût le mal qu'il s'était donné et les tâtonnements de son talent. » Ça, je trouve que c'est très beau. Il ne voulait pas que l'on connût le mal, la difficulté, le temps. I modi di tentare l'ingegno, la façon de mettre à l'épreuve son propre talent afin de n'être connu que par sa perfection. Et parmi les dessins offerts par le peintre à ses amis, il faut mentionner ce groupe qui est bien connu et très étudié aujourd'hui, qu'on appelle les dessins de présentation. Les dessins de présentation étaient donc des dons parfaits, étaient destinés à être montrés, offerts, très finis, présentés, ce qui signifiait être soumis à l'agrément de son destinataire, éventuellement repris, corrigés ou complétés selon l'accueil reçu. Le dessin que vous avez sous les yeux, à l'écran, est une chute de phaéton, c'est l'une des 3 versions qu'au cours de l'année 1533, Michel-Ange envoya à son ami Tommaso de Cavalieri. Les 3 versions sont connues, 2 sont à Londres, une 3e est à Venise. Celle-ci est la plus complète et elle porte une annotation de la main de Michel-Ange destinée à Tommaso. Je traduis de l'italien très vite, ensuite je vous donnerai les mots. Monsieur Tommaso, si cette esquisse ne vous plaît pas, dites-le à Urbino, Urbino le domestique de Michel-Ange. J'aurai le temps d'en faire un autre demain soir, si, comme je vous l'ai promis, et comme je vous l'ai promis, s'il vous plaît, et s'il vous voulez que je le finisse, rendez-le-moi. Il s'agissait donc d'une sorte d'essai soumis à l'approbation de Tommaso de Cavalieri. Une seconde version lui fut envoyée la même année. Tommaso remercia dans une lettre du 6 septembre 1533. Peut-être, il y a 3 jours peut-être, j'ai bien reçu mon phaéton assai ben fatto, assez bien fait. Je crois il a un certain courage quand même, je trouve. Assai ben fatto. Et je l'ai montré au pape, au cardinal de Médicis, etc., etc. Donc, c'était l'usage, c'était normal. Par ailleurs, Michel-Ange, comme je le disais à l'instant, a laissé plusieurs dessins qui apparaissent avoir été le fait de ses élèves, mais qu'il aurait repris et corrigé. Vous avez sous les yeux ce dessin très lourdement travaillé, qui est une tête de satyre conservée au musée du Louvre, que Michel-Ange a reprise, a retravaillé de façon très, très lourde, disons-le, très laborieuse, pour essayer de corriger ce qui ne lui plaisait pas, qui était peut-être d'Antonio Mini, et que vous percevez par-dessous les traits de plume. Il y a une esquisse à la sanguine qui serait un dessin lui-même inspiré d'une tête perdue, une tête idéale perdue de Michel-Ange par un de ses élèves, toujours peut-être le même Antonio Mini.
On distingue très bien le tracé de la coiffure. Autre et dernier exemple de collaboration et de preuve de l'enseignement dispensé par Michel-Ange à ses élèves sont les annotations, les encouragements apposés sur les dessins eux-mêmes. Sans doute à peu près dans la même date, dans les années 30, il annote une feuille de 2 études de Vierge à l'enfant. Oui, dans 2 sens différents, il a tourné sa feuille, d'une exhortation au travail. Il écrit en bas, un conseil toujours à Antonio Mini, disegna Antonio, disegna e non perder tempo, disegna, dessine Antonio, ne perds pas de temps. Le dessin est aujourd'hui au British Museum. Donc vous voyez, j'ai choisi ces quelques exemples pour essayer de vous montrer d'abord le caractère familier, quotidien que les dessins de la Renaissance parfois avaient, servaient tout simplement comme de brouillon ou de matériel de réflexion, matériel d'atelier, et en même temps pouvaient être des œuvres très, très abouties, très parfaites, comme c'est le cas pour certains d'entre eux. Que se passe-t-il après tout cela, à la fin de la vie des artistes? Toujours Starobinsky, je continue à suivre, il écrit « Au bord mortel, on perd sa vie et ses biens. » Il s'interroge sur le moment où la possession s'interrompt, où tout sera à prendre par les autres, peut-être par les premiers venus. Que se passe-t-il pour les artistes au moment où, il appelle ça, le murmure des faits ne se fait plus entendre? Et là, je pense aux ensembles laissés dans les ateliers à la mort des peintres, aux suites conçues comme des séries, à tout ce qui demeure intact mais n'a plus d'affectation. Carlo Ossola a évoqué les textes de François Villon à propos de l'abandon du don de tout ce que l'on possède. Je laisse, je donne et je laisse. Dans ses laits et testaments, je suis allée retrouver les passages qui sont tellement magnifiques. Il dit qu'il donne dans le rondeau du testament, c'est magnifique, il donne à tout, mais ne possédait rien. Il n'avait ni assiette, ni écuelle, pas même un brin de persil. Cité par Starobinsky. J'évoquerai ici, plus près de nous, le geste de Georges Rouault, le peintre Georges Rouault, qui, à l'issue du procès qu'il avait lui-même intenté aux héritiers d'Ambroise Vollard, décide de faire un tri des œuvres conservées dans son atelier et décide de les brûler devant huissier. Il sacrifie de cette façon plus de 300 œuvres qu'il considérait comme inachevées, imparfaites, ne pouvant être portées à leur terme en raison de l'âge du peintre et parce qu'il n'en avait pas la possibilité. Rouault détruit pour ne pas être dépossédé, pour ne pas être trahi par de mauvaises interprétations de son travail. Il retire, lui aussi, il laisse, il brûle, comme Michel-Ange l'avait fait. Comment, s'il fallait évoquer encore une fois la fin, enfin disons l'avenir non résolu des fonds d'atelier, ce qui demeure sur place quand l'artiste disparaît, on pourrait penser à on pourrait prendre beaucoup d'exemples. Je pense à l'exemple de Léonard de Vinci, encore lui, qui en mourant, 1519, fait son testament, disperse ses biens, mais laisse à son élève Francesco Melzi, dans son ensemble, tous les libri, ça voulait dire les manuscrits et les dessins qu'il possédait alors. Et Melzi commencera le travail que nous connaissons de classement, d'identification, de tentative pour essayer de retrouver l'ordre dans lequel Léonard de Vinci voulait lui-même les publier pour faire le traité de la peinture. Je conclurai en m'interrogeant sur une autre dernière forme, si l'on peut dire, de don, qui serait
c'est peut-être un peu hasardeux ce que je vais vous dire, mais j'ai essayé d'avancer un petit peu, de réfléchir à ce thème avec l'aide de Germain Viat, que je remercie de m'avoir aidé dans ce moment-là, à travers l'idée de la copie. Est-ce que nous pouvons nous arrêter un instant sur les copies, les dessins d'après les maîtres? Vous savez, on dit copies d'après les maîtres, en les comprenant comme une forme de don. Celui qui consiste à savoir s'effacer devant les grands, tout en se mesurant à ceux que l'on admire. Prouver son savoir-faire, encore une fois, montrer sa main. Non pas imiter, mais trouver sa place. Être chez soi. C'est l'expression de Michel Leiris à propos de Picasso, qui était allé à la rencontre des Ménides de Velázquez. Entre le 17 août et le 30 décembre 1957, Picasso exécuta, dans sa villa de Cannes, la Californie, 44 peintures inspirées des Ménides. Il les donnera toutes en mai 68, plus tard, au musée Picasso de Barcelone, en mémoire de son ami Jaime Sabartés, qui était mort quelques mois auparavant. La suite avait été exposée dans la galerie de Louise Leiris à Paris en 1959, pendant tout l'été. Le petit catalogue qui comporte un commentaire de Michel Leiris dit ceci. Michel Leiris, après avoir évoqué la suite qu'il appelle les nouvelles Ménines et qu'il décrit comme des effigies de fantômes ou fantômes de fantômes, il insiste sur la liberté avec laquelle Picasso traita la peinture de Velázquez. Je n'ai pas voulu alourdir en vous montrant des quantités d'images, mais j'en ai quelques-unes dans mon dossier si vous voulez les feuilleter. Leiris note qu'au-delà des motifs de Velázquez, Picasso saisit et les inséra à ce moment-là dans ses interprétations les motifs qui se trouvaient sous ses yeux, comme par exemple les pigeons qui s'y trouvaient dans l'encadrement de la fenêtre de la Californie dans laquelle il se trouvait. Et Leiris conclut, je cite, « Faire comme chez soi, cela veut dire en l'occurrence non pas revoir et corriger de manière tatillonne, comme si on prenait en défaut le maître du logis, mais en toute simplicité, aménager l'endroit pour qu'il soit plus vivable, l'accorder avec les habitudes et les goûts qu'on a, y accrocher des souvenirs de famille, et ne pas se faire faute de bousculer sa disposition chaque fois qu'on le juge nécessaire ou que le désir vous en vient. Encore une fois, je crois que c'était là, montrer sa main. Je vous remercie. Merci beaucoup. Un grand merci. Nous avons bien commencé notre après-midi avec ces définitions que je me permettrai de mettre comme un sceau au cours et à nos séminaires, la transmission comme, vous l'avez dit, passage, offrande, abandon. Les trois sont strictement liés et merci surtout d'avoir évoqué en commencement et aussi au courant de votre exposé Largesse de Jean Starobinsky. C'est vraiment l'un de ses plus beaux livres qui est né vraiment avec vous en travaillant au Louvre et d'après mes souvenirs, c'est aussi un livre qui l'a rendu heureux. C'est quelque chose qui a été pour lui aussi une découverte, tout comme sur exactement un aspect symétrique, le livre Enchanteresse, au moment où il devait déménager de la maison qu'il avait vraiment habité, vécu pendant des dizaines d'années, c'est le moment où il a pris ces grandes partitions, ces textes de Mozart, comme une espèce de compensation que l'art donne à ceux qui l'ont aimé et qui permet de dépasser ce moment de détresse, d'autant plus que
le déménagement a eu lieu à un âge où on n'a pas envie de déménager. Et puis, merci infiniment aussi pour avoir donné cette image, comment dirais-je, un peu venant de l'intérieur de l'œuvre, le dessin comme don, comme préparation, comme vous l'avez dit magnifiquement, dialectique entre imitation et émulation, jusqu'au moment où le maître dit « tu n'as plus besoin d'imiter ». Voilà. C'était aussi très émouvant. Ces modi di tentare l'ingegno, c'est une déclaration de poétique qui a été fructueuse pour le XVIe siècle. Et moi, je serais aussi, parce que je le trouve parfaitement cohérent avec ce que j'ai dit ce matin sur Indesinenter, disegna, Antonio, disegna. Quand on est dans ce type de travail, on ne peut plus s'arrêter. Donc, disegna, c'est la seule manière d'être fidèle, c'est de continuer. Voilà. Et ce que vous avez évoqué aussi à la fin m'a vraiment touché. Cette déclaration si belle, il faut travailler pour accrocher en changeant les souvenirs de famille. Alors, il y a quelque chose de révérencieux, toujours, évidemment et nécessairement, par rapport à l'histoire de l'art. Mais il faut aussi aimer l'objet d'art, le parcours qui mène, le dessin préparatoire, afin que nous puissions accrocher dans cet espace ce qui nous est plus cher. Autrement, il y aura toujours une distance infinie. C'est ce que notre ami de Jean Starobinski le disait, Yves Bonnefoy. Il faut pouvoir y accrocher les souvenirs de famille. Et donc, je vous remercie infiniment de nous avoir restitué à ce bonheur profond, intime de l'art, du chemin qui y mène. Et j'ai été très heureux d'apprendre de vous encore une fois, comme toujours, et d'avoir eu ici à côté de nous Jean Starobinski. Je vous remercie infiniment. Je vous en prie, voilà. c'est un plaisir.